Nous voilà connectés et bonjour à tous. Merci à ceux qui sont déjà connectés et à l'heure. Vérification technique juste avant de démarrer. Est-ce que tout le monde nous entend? Est-ce que tout le monde voit l'écran? Est-ce que tout le monde voit bien 4 vignettes? Nous sommes 4 présentateurs aujourd'hui. Si une ou deux personnes peut confirmer, c'est parfait. On va pouvoir démarrer. Bienvenue sur ce webinaire Modern Marketing Stack, un grand nom pour des grandes technologies et pour des grands use cases. On va essayer de décortiquer ça tous ensemble avec plusieurs experts aujourd'hui dans leur profession. Donc, j'ai la chance aujourd'hui de co-animer ce webinaire avec Rebecca qui fait partie de la société Didomi, cousine et maintenant très proche d'Addingwell, puisque effectivement Didomi a fait l'acquisition d'Addingwell récemment. Oussama, partenaire technologique des premiers jours de Dinmo, une CDP qui pourra nous présenter tout à l'heure. Et surtout, ce que vous aimez bien dans ce type de webinaire, c'est un témoignage d'expert avec Michel chez Nexity qui nous dévoilera un petit peu les coulisses de ce qu'il s'est passé sur ces dernières années côté Modern Marketing Stack et comment aujourd'hui Nexity utilise ça au quotidien. Avant de démarrer, quelques éléments d'usage. Vous avez un chat en ligne, certains l'ont déjà utilisé. On a gardé du temps en fin de webinaire pour une partie questions-réponses. Vous pouvez les poser au fil de l'eau si besoin, parce que de temps en temps, on va apporter la réponse en live directement ou vous répondre sur le chat. Si vraiment à la fin, on n'a pas eu le temps de prendre, on prendra les 5 dernières minutes pour répondre aux différentes questions. Et il n'y a pas de questions tabou, donc là-dessus, vraiment, n'hésitez pas, on est entre personnes transparentes, donc je suis sûr que vous aurez toutes les réponses nécessaires aujourd'hui. L'agenda, trois parties assez classiques, je dirais, c'est reprendre les challenges d'un responsable d'acquisition et de ce qui pourra vous concerner aujourd'hui. C'est assez agnostique de secteur d'activité, c'est pas focusé directement lié à l'immobilier ou au contexte Nexity, c'est un petit peu plutôt au contexte du métier du responsable d'acquisition. On va vous détricoter ce qu'on appelle et ce qu'on a décidé d'appeler Modern Marketing Stack avec Rebecca et Oussama pour replacer un petit peu ce contexte technologique et un petit peu les solutions sur lesquelles vous devez aujourd'hui capitaliser pour avoir confiance dans la data et l'utilisation agile de cette même data. Et on passera du temps avec Michel qui nous fait la joie aujourd'hui de nous partager un petit peu ses retours d'expérience et ses premiers résultats suite aux implémentations de ces solutions. Alors le challenge, il est assez simple, représenté de façon très simpliste aussi, c'est que sur les dernières années, il se passe beaucoup de choses. Il se passe énormément de sujets au niveau du marketing. On a des choses un peu classiques avec la fin d'un Universal Analytics. On a le RGPD en Europe qui est arrivé. On a la fin des cookies tiers. On a Apple qui fait aussi. Enfin, il y a un ensemble d'acteurs, qui soient des régulateurs, qui soient technologiques ou qui soient simplement des mouvements de marché, qui nous obligent, nous, en tant que responsables d'acquisition, à toujours se challenger, être à l'écoute et surtout maintenir des infrastructures un petit peu up-to-date. Parce que à un moment donné, on est vite dépassé. Et dans cette slide-là, on vous a pas mis aussi l'essor de l'IA qui prend de plus en plus le contrôle sur le ciblage publicitaire et qui a besoin de vos datas pour exister. Donc, face à ce contexte et face à ces éléments, vous avez des enjeux. Le premier enjeu, on l'a mis dans la grande catégorie des cookies tiers. Effectivement, c'est celui dont on a beaucoup entendu parler sur les dernières années et qui fait aussi écho avec l'essor et la création de la société Addingwell. Mais l'idée, c'est quoi des cookies tiers? Et des fois, on a tendance à l'oublier, et c'est bien aussi de prendre le temps de temps en temps de résumer un petit peu ça. Mais globalement, c'est quoi un cookie tiers? C'est ce qui a régi le monde publicitaire sur les 15-20 dernières années. L'idée, c'est quoi? C'est que vous avez un domaine extérieur, une régie publicitaire qui va pouvoir, sur votre site Internet, déposer un cookie. Mais ce cookie n'a pas d'usage statistique pour créer des éléments sur votre site Internet ou animer votre site Internet. Il a surtout des vertus d'historisation de votre profil et de votre profil publicitaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez visiter quelque chose, on va vous rajouter, c'est comme un livre, il faut voir ça comme un livre dans lequel on écrit des chapitres de votre histoire. Cette histoire, elle est créée et cette histoire, elle est mise à disposition du monde des DSP, du monde des SSP, dans un objectif de mieux vous cibler, de mieux gérer la communication et la publicité. Et donc, ces technologies-là, on régit, comme je vous le disais, le monde publicitaire sur les 15 dernières années où, effectivement, on n'a pas besoin d'avoir des informations de ciblage, on n'a pas besoin d'avoir des
de ce qu'on appelait de la sémantique, c'est-à-dire tiens, je cherche des gens qui aiment bien le sport, et ben je vais cibler l'équipe.fr. On peut aller dans l'open internet, on peut aller n'importe où et dire j'ai besoin de gens qui ont un projet immobilier, j'ai besoin de personnes qui aiment le sport, et c'est ce cookie tiers qui va réaliser le reach, en fait, ce fameux bassin d'audience sur lequel on va faire la publicité. Et ça a fonctionné pendant très longtemps. Le seul élément, c'est que depuis ces dernières années, c'est le monde du cookie tiers et ce monde de ciblage qui est mis à mal par les différentes lames, comme on va les appeler sur ce webinar, sur lesquelles cette situation, c'est des choses sur lesquelles il faut faire face. Alors, il y a des contraintes légales, le RGPD, on n'a pas le choix. Vous pouvez essayer de faire différemment, je vous le conseille pas. On pourra rappeler 4% du chiffre d'affaires global de l'entreprise, mise à risque si jamais vous entachez ça. Et avec la présence de Rebecca aujourd'hui, je conseille de plutôt respecter cette partie-là, on y reviendra. Mais sinon, globalement, c'est pas parce qu'on a le consentement des personnes qu'on a forcément la donnée dans les outils. Parce que on a des technologies qui vont aussi pouvoir bloquer cet usage de cookies tiers ou de cookies first. On a les ad bloqueurs qui vont bloquer des scripts exécutés sur les sites internet. On a ce qu'on va appeler les navigateurs modernes, Apple, Edge, Brave et ainsi de suite, qui ont déjà mis fin aux cookies tiers depuis des années. Et on a une sorte d'épée de Damoclès qui pèse. Et c'est le feuilleton ou la saga fin des cookies tiers sur Chrome, où c'est un peu je t'aime, moi non plus. Pour l'instant, c'est je t'aime. Pendant combien de temps? A priori, pas longtemps. L'année dernière, c'était je te déteste. Mais en fait, l'idée, c'est pas de faire un pari. Et moi, si j'étais responsable d'acquisition, je ne ferais pas un pari sur OK, Google va garder ou pas les cookies tiers. C'est que je me mets dans la situation d'un professionnel de la profession et j'ai envie d'être agile. Et pour être agile, s'il y a des solutions qui me permettent de ne plus être interdépendant des cookies tiers, eh bien, j'irai plus vite que la musique et j'attends pas que Google bouge parce que quand Google bouge, généralement, mon entreprise n'est pas suffisamment agile pour aller aussi vite que la décision qui a été prise. Et donc, à un moment donné, cette épée de Damoclès, si elle tombe, en fait, on va tous perdre du temps et perdre du temps en acquisition, c'est aussi perdre de l'argent. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cookie tiers qui disparaît, c'est revenir à un ciblage historique, sémantique, dans lequel, effectivement, mis à part les wall gardens, quand on veut aller sur d'autres plateformes, en fait, on va lier un reach à l'activité du site internet qui est consulté. Et donc, ça peut être efficace dans certains cas, mais effectivement, si pendant les 20 dernières années, on a évolué et on a progressé en termes de coûts d'acquisition, c'est principalement par l'usage des data et l'intelligence des cookies tiers derrière. Donc, on a envie de revenir sur ce sujet-là et on a envie de partager et de travailler cette data. Sinon, on se retrouve dans quoi? On se retrouve dans les 4 principaux éléments importants pour un responsable d'acquisition. C'est évidemment recibler des personnes qui ont émis une intention d'achat ou une intention de génération de leads sur mon site internet. Eh bien, ces personnes-là, si on n'a plus l'histoire, si le livre est coupé en 2 ou en 2 tomes, effectivement, j'ai perdu cette information-là. Donc, le retargeting, le reach est en berne. On a des sociétés, regardez l'essor de Criteo par exemple en France et dans le monde, qui était quand même le leader mondial du retargeting, qui s'est vu affaiblir au fur et à mesure de la fin des cookies tiers ou de l'absence du reach. Parce qu'effectivement, ces techniques de publicité ont perdu en efficacité. L'acquisition est portée par le lookalike, évidemment. Dis-moi qui sont tes clients et je te dirai qui sont les jumeaux. Il faut apporter suffisamment de data pour pouvoir créer ces lookalikes et alimenter les algorithmes sur ce point-là, mais aussi être sûr qu'on fait bien de l'acquisition de nouveaux clients. Parce que si on perd du retargeting d'un côté, peut-être qu'on fait des campagnes d'acquisition sur des clients existants, parce qu'effectivement, encore une fois, ce chapitre, ce bouquin, s'est fermé en cours de route. Et après, effectivement, on a la pression marketing avec la fréquence d'exposition. On va continuer à exposer des gens qui viennent d'acheter un produit. Et la mesure des conversions, l'attribution, pour ceux qui me connaissent, c'est un sujet que j'ai bien traité en ayant été cofondateur de Masberry, où on a des algos multitouches, on a des algorithmes sur lesquels on ne peut plus observer les conversions au last click. Effectivement, si j'ai plus cette histoire-là qui est mise en place, effectivement, je vais me retrouver un petit peu perdu en cours de route. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur 100 € dépensés sur Internet, je vais faire du gâchis publicitaire. À hauteur de combien? Des études montrent qu'on parle jusqu'à 60% de gâchis publicitaire, mais l'idée c'est de se dire que quand je pense faire 100% d'acquisition, en réalité, je fais un peu de retargeting, je fais un peu de personnes qui viennent d'acheter sur mon site internet et je fais un peu de personnes qui sont probablement pas des gens que j'aurais ciblés.
si jamais j'avais eu cette information dans cette partie-là. Eh bien, l'idée derrière ces éléments un peu techniques, c'est de trouver les solutions qui vont vous permettre de rehausser chacun des niveaux de cet histogramme bâton dans l'objectif de se dire, OK, avec une même base 100, je vais être capable d'optimiser mes performances. Si on le lie au contexte économique actuel, c'est un petit peu les enjeux qu'on aura plutôt 2025 S2 et 2026 chez les responsables d'acquisition. Vous allez être nombreux dans l'audience à avoir à peu près les mêmes budgets, voire un petit peu moins, mais avec des objectifs de performance supplémentaires. Eh bien, ça passera par un nettoyage profond de la stack technique et sur laquelle vous allez pouvoir avancer. Ça, c'est la partie technique. Et ensuite, on a aussi des challenges qui sont un peu plus nécessaires et sur lesquels il faut toujours rappeler en interne les différentes règles et les suivre afin de ne pas justement se faire attraper par la patrouille. Oui, comme Romain a dit, on ne peut utiliser que les éléments consentis pour activer notre audience. Donc ça, c'est une obligation légale qu'on ne peut pas contourner. Il suffirait peut-être juste de demander si oui ou non on peut utiliser le profil de chaque internaute, mais en fait, ça devient de plus en plus complexe. Au fur et à mesure que le temps progresse, on a des interprétations de plus en plus précises de l'RGPD, surtout en France, avec le CNIL, qui essaie de défendre au maximum les droits des utilisateurs. On a également la différence d'une région à une autre. Donc, on le voit aussi, si vous êtes acteur qu'en Europe et sujet que à l'RGPD, on peut voir des différences d'interprétation de ce que vous devrez afficher et la manière dont vos utilisateurs devraient interagir avec une bannière de consentement entre, par exemple, la France et l'Allemagne. On a aussi énormément des frameworks de partage de cette information qui sont imposés parce que nos partenaires aussi, eux, ils doivent se protéger contre des données non consenties. Donc, on a le Google Consent Mode V2 qui devient obligatoire. On a des frameworks qui définissent comment est-ce qu'on devrait partager cette information, par exemple, via le TCF ou les Global Privacy Platform aussi de l'IAB, mais aussi des serveurs pré-bid et énormément de complexité qui n'arrête pas de s'ajouter à ce type de structure. Donc, pour gérer tout ça, on ne peut pas le faire toute seule dans notre coin. Et à chaque fois qu'on se confronte à une complexité à ce niveau-là, on réduit légèrement la capacité de collecter un ensemble de données sur notre site. Avec ça, on passe à un challenge supplémentaire. Merci Rebecca. Et du coup, on arrive au challenge numéro 3. Donc, on a parlé avec Romain de cette disparition des critères, donc moins de données qu'on collecte, donc moins de connaissances clients et donc du budget gaspillé, et une complexité aussi de gérer le consentement cross-pays, cross-device. Donc, naturellement, en fait, toutes les plateformes publicitaires poussent les clients à implémenter des solutions first party. Et le problème aujourd'hui, en fait, dans l'activation de cette donnée first party, c'est que la stack existante en fait chez le client, elle est un peu complexe. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a pas mal de liens un peu en spaghetti, où à force en fait d'être poussé par son agence ou par Google pour implémenter une telle solution ou partager des audiences, on va commencer à connecter le back office directement à Google Ads. De l'autre côté, c'est le CRM qui envoie à Facebook, etc. Donc construire en fait un grand spaghetti. Nous, j'aime bien le mot Frankenstack. C'est un stack en mode Frankenstein. Et ça devient super complexe en fait de suivre qu'est-ce qu'on envoie où, et on voit à quel point en fait on peut perdre énormément de temps avec des discussions de qui a implémenté ce tag là, le tracking server side de l'autre côté, c'est qui l'a implémenté. Donc il y a un énorme enjeu qu'on observe aujourd'hui pour unifier une vue client qui combine à la fois l'online, l'offline et qui permet de reconstruire le parcours complet des clients avant d'aller activer cette donnée. Donc, il faut être à la fois capable de casser les silos organisationnels en interne qui font qu'il y a des bouts de données, des bouts d'informations sur vos clients qui sont dans différents systèmes et ces systèmes ne communiquent pas. Et une fois qu'en fait ces silos-là sont cassés, on passe par une partie centralisation. On a un asset data first party qui est bien prêt pour l'activation, bien prêt pour répondre aux enjeux qu'on vient d'évoquer tout à l'heure et pour justement récupérer ces 60% des budgets d'acquise qui peuvent être perdus à cause de ces challenges que posent ces évolutions réglementaires et ces différents challenges. Et
Donc on arrive en fait sur la solution pour répondre à ces challenges. Je pense en fait on a essayé de l'organiser en 3 parties. Une première partie qui est comment je vais collecter plus de données et faire face en fait à toutes ces évolutions technologiques de blocage des navigateurs, des adblockers, etc. Et je pense que ça Romain nous présentera comment faire ça avec Addingwell. Et ensuite répondre au challenge du consentement avec une capacité à implémenter une CMP qui permet d'avoir ce consentement quelle que soit la réglementation en vigueur. Et à la fin, une fois qu'on a un peu ces fondations de tracking server-side et de consentement qui est implémentée, l'idée étant de construire, d'unifier toutes ces données et de l'activer sur les différents leviers, que ce soit de l'online ou de l'offline, que ce soit une audience ou une conversion avec Dingo. Et je passe la parole à Nico Armand pour nous présenter la proposition de valeur de Addingwell pour faire face à ça. Ouais, et puis au-delà de la proposition de valeur, c'est aussi de rappeler la simplicité schématique de ce que peut être le server-side, hein, et je vous ai séparé ça en deux slides. Le premier, c'est de reprendre le concept global du server-side, se dire c'est quoi aujourd'hui. C'est qu'effectivement, comme on peut plus traquer à l'intérieur du navigateur de l'internaute pour toutes les raisons qu'on a évoquées dans cette introduction, c'est de monter une plateforme de tracking extérieure. Cette plateforme, elle est simplifiée et elle est, je dirais, alimentée et orchestrée par Addingwell, mais elle permet surtout de répondre à l'enjeu de l'écosystème du monde dans lequel, avant, à chaque fois qu'on choisissait une solution technique en tant que responsable d'acquisition, on déposait un nouveau tracker sur son site internet. Et donc effectivement, on contribue à ralentir le site internet et on contribue à rendre le pouvoir au navigateur ou à la régulation qui va être fait dedans. L'idée du server-side, c'est de se dire, OK, non, on fait un constat, c'est que toutes les solutions qui sont à droite ont besoin des datas de l'annonceur et exactement les mêmes datas. Tout le monde a besoin du purchase, tout le monde a besoin de la view item list, tout le monde a besoin de la page view et ainsi de suite. Et donc, en fait, on peut rationaliser cette partie-là en disant, écoute, on va faire du one-to-few. On collecte une seule fois la donnée au travers d'une plateforme en server-side, exemptée de tout problème lié à la technologie et aux évolutions de technologie. On va distribuer cette donnée à l'intégralité des personnes qui le souhaitent. Techniquement, un peu plus en profondeur, ça donne quoi? Ça donne à gauche le tracking version Google Tag Manager, hein, vous êtes 99% du marché mondial à utiliser GTM en TMS. Eh bien, à l'intérieur de votre GTM, vous avez l'intégralité des tags qui sont déployés. À droite, la version server-side. On ne change rien à l'existant. On vient juste porter la donnée, transporter la donnée, on appelle ça un transport de données, et on vient transformer cette donnée en first party. C'est-à-dire que c'est vous, annonceur, qui allez envoyer cette data sur une plateforme server-side, Addingwell si jamais vous avez choisi la meilleure du marché, mais ça vous regarde. Et derrière, on va surtout connecter avec l'intégralité des partenaires du marché. Donc nécessairement, ce que, encore une fois, 99% du marché utilise, Google Analytics, Google Ads, MetaCapi, mais aussi des connecteurs un peu plus profonds avec les techs que vous allez utiliser demain, comme Dinmo qui nous sera présenté après, dans lesquels ils auront répondu présent au challenge du server-side en disant mais je vais pas démarrer ma plateforme dans le navigateur de l'internaute, c'est que comme les annonceurs passent en server-side, eh bien j'ai plutôt intérêt moi à me porter derrière la partie server-side. Côté vertu, et je vous l'avais mis juste avant, j'y suis pas revenu, mais on a 3 grands points et principes au niveau des bénéfices. L'accélération des temps de chargement du site internet, assez simple, hein. Si j'enlève d'un côté le poids des JS sur un navigateur, que je le mets côté serveur, et bien effectivement je réduis le temps de chargement de mes pages. C'est bon pour le SEO, c'est bon aussi pour la DSI. Vous allez réduire les coûts d'acquisition par l'augmentation du volume de données. Un cas ici avec Yves Rocher qui a réduit de 26% le coût d'acquisition en prospection. Et vous allez aussi augmenter le nombre de data disponibles dans les outils. Un cas avec Club Med où, eh bien, effectivement, en contournant tous les sujets d'adblocking et ainsi de suite, on va augmenter de 7% le volume de sessions mesurées dans les outils Analytics. Eh bien, tout ça, ce sont les vertus qui sont en lien avec les challenges qu'on avait évoqués précédemment. Ça, c'est ce qu'on va voir chez Addingwell. Néanmoins, et comme Rebecca l'a rappelé tout à l'heure, il y a toujours ce sujet, tout ce qui se passe côté serveur, et bien évidemment après consentement, il n'y a pas d'exemption de consentement, hein, la CNIL est très claire, hein, c'est tout type de traceur aujourd'hui d'à mériter son consentement. Et là, effectivement, si vous n'êtes pas au carré, il y a différents challenges et il y a un rôle majeur de la CMP dans cette analytics aussi. Oui, un peu comme tu viens de faire, Romain, on va prendre un petit recul à définir d'abord
qu'est-ce qui vise à faire le CMP à très haut niveau. L'objectif d'un CMP, c'est de vous permettre de gérer le consentement, c'est-à-dire les obligations légales, de façon à mieux collecter les données audience et d'améliorer ainsi votre reach et votre ROI. Ça va passer par différentes étapes. Chez Didomi, ça passe non seulement par un CMP, mais par aussi un ensemble de solutions qui agissent sur comment est-ce qu'on collecte un consentement, à quelle étape de parcours et de vie d'utilisateur, et qu'est-ce qu'on sait et comment on gère ces éléments d'utilisateur pour en retirer un avantage. Donc, on peut commencer par le consentement des utilisateurs anonymes. Et l'objectif là, c'est de garantir la conformité, même si on connaît absolument rien de l'utilisateur. Ça, c'est classiquement ce qui fait une petite bannière sur un site web. On veut aussi gérer le consentement des utilisateurs enregistrés, donc de pouvoir partager cette information avec d'autres choses qu'on connaît d'un utilisateur, éventuellement de l'enrichir. Ça, c'est quelque chose qui est très lié à ce qu'on peut faire côté serveur avec des outils comme AddingWell. On peut aussi gérer le consentement de l'utilisateur ou du client pour ses préférences marketing, ce qui veut dire qu'on a une granularité qui va nous permettre d'aller beaucoup plus loin sur ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, ce qu'on est autorisé à faire. Ça permet aussi de ne pas perdre un utilisateur qui refuse son consentement, mais qui est complètement d'accord pour être contacté d'une autre façon ou dans un autre contexte. Et aussi de demander les droits de rétraction ou de modification de ses propres informations. Donc, tout ça sont des obligations légales qui sont gérées par un contexte CMP. Le CMP en soi va permettre de faire plusieurs choses. Il va permettre de garantir une conformité face à quelque chose de plus en plus complexe. Donc, on va appliquer les obligations légales dès la première interaction. D'ailleurs, une CMP est souvent la première chose vue par un client qui arrive sur votre site web. On peut le voir comme la page d'accueil moderne. Donc, la meilleure adaptation de cette bannière ou de cet affichage va augmenter la fidélisation, va augmenter le temps sur page, va encourager quelqu'un à rester, à reconnaître votre marque et se sentir en confiance. C'est hyper important pour pouvoir enchaîner pour tout le reste de son parcours. On va aussi gérer la complexité de cet univers de consentement, que ce soit les standards, les corps régulatoires, les frameworks avec lesquels vous allez communiquer avec d'autres acteurs. Et en cas d'audit ou en cas de danger, on fournit une preuve pour un audit clair et exportable pour que vous ne soyez pas en danger si jamais vous êtes contrôlé. Le deuxième point va agir sur les tags marketing, et c'est là où vous allez voir tout l'intérêt que Didomi et AddingWell travaillent ensemble. On veut absolument être certain que ce qui est consenti soit transmis au tag marketing, c'est-à-dire que l'implémentation et ce qu'on dit qu'on fait côté CMP sont cohérentes. Ça passe par des réductions des risques, des analyses de risques, mais aussi cette connexion plus technologique entre une solution comme AddingWell et une solution pour un CMP. Et le point 3, qui parfois est pour moi une des choses les plus importantes, c'est d'optimiser la collection. On ne veut pas que la gestion des obligations légales soit une contrainte pour vous, mais que ce soit un levier. Donc, on fournit plein de façons de s'assurer que ce qu'on collecte, c'est le maximum et dans les meilleures conditions. Donc, on veut que on puisse tester les différentes façons de collecte, d'organisation d'une bannière, parce que ça peut avoir jusqu'à 20% d'augmentation qu'on a vu chez certains clients sur le taux de opt-in. Et sur une très grande audience, même un petit pourcentage peut être très significatif. On veut que l'expérience utilisateur soit fluide et on veut agir aussi sur ce qu'on appelle la fatigue de consentement. On sait qu'un utilisateur qui est sollicité fréquemment pour donner son consentement va refuser de plus en plus. Donc l'idée, c'est de pouvoir recueillir progressivement et de façon contextuelle cet accord pour différents éléments pour qu'on puisse en avoir le plus dans les meilleures conditions. Le plus qu'il se sent en sécurité et le plus qu'il se fie de ce qui est en train de se passer autour de lui, le plus qu'on peut exploiter ces informations pour lui fournir un service qui est adéquat. Donc, notre objectif en tant que CMP sera
de fournir un maximum, donc la plus grande quantité possible des données activables, et s'assurer que toutes ces données soient consenties, donc utilisables. Merci Rebecca. Donc là maintenant en fait on a vu que sur la partie online en fait les deux premières étapes que pour nous en fait sont les fondations, c'est-à-dire être capable de collecter en server-side un maximum de données et consenties et de récupérer en fait ce consentement de façon d'une façon granulaire. Nous notre rôle en fait côté d'Inmo c'est de dire que le parcours client en fait va au-delà de la partie online et qu'il y a toute une partie en fait offline de l'information qui est disponible dans d'autres systèmes. Comme disait Romain aussi tout à l'heure, en fait, on ne veut pas reconstruire des briques qui ont déjà été implémentées par le client. C'est-à-dire, si un seul tracking pour toutes les plateformes est implémenté en server-side, un seul plan de tagage qui va alimenter l'ensemble des outils. Comme ça, enfin, le page view, il a la même définition ou l'autocarte ou un achat, ça a la même définition, quelle que soit la plateforme, si on est sur Google Analytics ou si on est sur le CRM ou si on voit la vue client depuis d'Inmo. Et donc là, on arrive en fait sur la partie historiquement qu'on appelle CDP. Et la différence en fait un peu d'Inmo, c'est qu'on a une architecture composable. C'est qu'on va pas essayer de refaire en fait le tracking server-side ou réimplémenter en fait la partie consentement CMP. On va plus se nourrir de cette information et l'enrichir avec la partie offline pour construire un funnel complet de la vie des clients, tous les passages, donc ça passe de la partie online, ça arrive jusqu'à la partie offline, et ensuite permettre à nos clients d'utiliser cette donnée, de la segmenter à la fois pour construire des audiences dynamiques, disons les clients qui ont acheté récemment que je vais exclure de toutes mes campagnes d'acquisition. Et Dinmo prend la responsabilité de diffuser, de créer ces audiences et de les mettre à jour sur l'ensemble des plateformes publicitaires. Donc là, on a à la fois des données qui arrivent en server-side sur toutes les conversions offline, qu'on enrichit des audiences qui vont donner une information supplémentaire à ces plateformes ads. Et on peut également compléter le funnel qui est remonté à ces plateformes ads pour avoir la partie online. Donc tout ce qui est conversion qui passe après l'action qui arrive sur le site ou sur l'application, on peut également en fait la définir et la partager avec ces plateformes publicitaires pour être capable d'optimiser les campagnes d'acquisition sur l'ensemble du funnel. Et notamment, c'est un enjeu majeur sur lequel on va revenir tout à l'heure avec Michel, dans l'immobilier où acquérir des leads, des formulaires, en fait, ça devient de plus en plus facile parce qu'il y a beaucoup de demandes, mais derrière, on trouvait des qualifiés et cette qualification, c'est quelque chose qui se passe après et une autre histoire. Et si les plateformes publicitaires n'ont pas cette information, naturellement, ils vont pas optimiser vers cet objectif. Et la dernière partie, c'est aussi la capacité à partager d'autres informations qui sont pas forcément des conversions ou des audiences, mais plus, disons, le catalogue produit. Il y a un enjeu chez Nexity de pousser certains programmes par rapport à d'autres. Donc, comment je peux prioriser ça et comment je peux mettre dans ces plateformes publicitaires de l'information mise à jour régulièrement par rapport au catalogue produit, au catalogue, en fait, des programmes qui sont lancés chez Nexity. Et on fait ça grâce, en fait, à une intégration native avec l'ensemble des data lakes qui existent aujourd'hui sur le marché, les Snowflake, les BigQuery, les Databricks, mais également des intégrations natives avec les plateformes publicitaires, mais pas que, aussi les plateformes CRM, les plateformes ads, qui permettent d'unifier les activations des audiences et de ces conversions offline en complément de ce qui a été déjà implémenté avec Addingwell et Didomi. On travaille pas mal avec des clients principalement B2C, comme Galeries Lafayette ou encore Interflora, qui utilisent en fait vraiment les mêmes technos, Didomi aussi, Addingwell avec Dinmo sur la partie activation de données offline pour optimiser les acquisitions avec des résultats qu'on observe à la fois sur les conversions rapportées à ces plateformes sur la partie offline, comme chez Encore avec un plus 60%, 67% sur les conversions attribuées. Et également, à la fin, la combinaison de toutes ces technologies nous permet en fait de réduire le coût d'acquisition finale pour le client de moyenne en fait 20%. Et on y reviendra avec des cas concrets qu'on verra avec Nexity. Donc là, on arrive en fait sur la partie de se dire ok, j'ai implémenté cette stack, mais comment je vais gérer dans l'ordre mon passage d'une stack un peu ancienne à une stack un peu moderne avec du tracking server-side, du consentement qui est implémenté sur tous les assets et une activation de toute ma donnée first party.
Ce qu'on recommande en fait à nos clients, c'est vraiment une stratégie en plusieurs étapes. Il faut pas griller, c'est pas un saut de 0 à 1, c'est vraiment très progressif. Mais toujours l'étape 0, c'est d'être capable d'unifier, de créer une vue unifiée du client avec le parcours online et offline. Donc, on a Dingwell qui va nous permettre d'avoir 100% de l'information traquée sur l'app, sur tous les sites et toutes les apps de l'entreprise. Bidomi sur la partie consentement. Et derrière cette information, en fait, elle est connectée directement à une plateforme type Dinmo pour la récupérer, l'enrichir avec l'information offline. Et derrière, on a en fait cette vue client qui est enrichie, qui est prête à l'activation. Et du coup, on peut passer à la partie cas d'usage. Et toujours l'étape 1, c'est d'être capable de remonter 100% du funnel et le maximum d'informations. Donc, il y a à la fois l'optimisation des consentements avec un acteur comme Didomi, le passage en server-side avec Addingwell sur tout ce qui est événements qui sont nécessaires pour l'optimisation des campagnes, et ensuite compléter avec les audiences et les conversions offline avec Dinmo. Donc, avec l'étape 1, on est déjà sûr que on peut utiliser les plateformes publicitaires, l'étape 1 et 2, pardon, avec 100% de leur potentiel. Parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas des audiences first party, si on n'a pas tout le funnel online, offline implémenté en server-side, on ne peut clairement pas utiliser 100% des fonctionnalités qui sont proposées par un Facebook, par un Google ou par un TikTok. Il y a un peu un consensus entre l'ensemble de ces DSP sur le fait, l'importance d'avoir ces données first party. Et la dernière étape, en fait, pour les entreprises les plus matures, une fois que j'alimente mes plateformes publicitaires avec tout ce que je peux partager en termes de données first party, c'est d'aller un peu plus finement pour dire toutes les conversions n'ont pas la même valeur. Donc, au lieu d'optimiser à la valeur globale, je vais optimiser à la marge, je vais optimiser à la lifetime value que peut me générer un client. Et ça, c'est des cas d'usage qui peuvent s'implémenter une fois qu'on a déjà l'architecture globale qui est en place et les données first party qui sont diffusées dans l'ensemble de ces plateformes. Et on y reviendra tout à l'heure avec bien sûr le cas Nexity, et on a la chance en fait d'accompagner Michel et l'équipe acquisition côté Nexity avec les 3 solutions pour répondre à cet enjeu. Et je vais passer la parole plus à Michel pour avant tout nous parler un peu de Nexity. Let's go. Merci Oussama. Oui, bonjour à tous. Bon, pour faire un focus rapide sur Nexity, donc Nexity, le premier promoteur en France, avec à peu près 400 lots sur l'année et un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards 500 millions d'euros sur l'année dernière. Il faut savoir que Nexity donc, est une entreprise qui a un objectif du coup de générer du business. Et moi, mon rôle et le rôle de l'équipe acquisition est de générer en fait des leads qui sont transférés à notre call center basé à Toulouse, qui en fait fait une qualification, in fine des leads qu'on envoie pour les transmettre derrière la force commerciale et in fine faire des ventes. Donc on est vraiment sur un objectif là de business. Et depuis quelques années déjà, on a recentré en fait notre activité sur qui était notre cœur de métier historique, donc l'immobilier résidentiel, donc qui est la vente d'appartements, de maisons et de terrains neufs auprès des particuliers et des collectivités. Donc on a des vrais enjeux et comme tu disais Romain et Oussama sur déjà un business et un marché qui est en berne sur l'immobilier, comme vous le savez depuis le Covid, l'immobilier au global est en baisse et l'immobilier neuf est encore plus en galère que le reste, mais en tout cas nous on a vraiment des objectifs en fait qui sont du coup d'aller améliorer en fait la volumétrie des leads qualifiés avec des budgets qui sont restreints et également une concurrence qui est exacerbée depuis quelques années. Et dernier point, un gâteau qui s'est rapetissi parce qu'on le remarque, il y a un peu moins d'entrée dans le neuf. Donc en vrai là, on a des vrais enjeux, des vrais objectifs, et c'est vrai que c'est avec les différentes solutions, ça nous a aidé. Et je te laisserai Oussama en fait en parler, mais on a eu des vrais enjeux, des vrais en fait impacts en utilisant les différentes solutions. Merci Michel, du coup pour rebondir là-dessus, avec tout ce contexte-là du marché, donc les challenges en fait dont on a parlé en fait en nombre de 3, c'est d'orienter le budget vers plus de l'acquisition de nouveaux leads que vous connaissez pas, que vous pouvez pas adresser via d'autres canaux comme l'email. Donc ça c'était un peu le premier enjeu, on verra comment on a répondu sur cet enjeu. Et bien sûr,
avec un budget encore plus réduit, un contexte marché global qui n'est pas favorable, améliorer le coût final par lead qualifié et pas forcément par n'importe quel lead. Et donc pour répondre à cet enjeu, en fait, il y avait plusieurs étapes. Et ça reprend ce qu'on avait dit tout à l'heure. Donc la première, c'était de passer en tracking server-side, c'est de capter un maximum d'informations et de les partager avec les principales plateformes utilisées, Google Ads et Meta, avec Enhanced Conversion et CAPI sur la partie Meta. Enfin, on y reviendra tout à l'heure. En tout cas, un passage 100% en tracking online server-side avec tous les événements qui seront nécessaires pour l'optimisation des campagnes. Et cette même information qui est collectée par Addingwell, et j'en parlais tout à l'heure, donc elle enrichit la vision 360 chez nous. C'est qu'on récupère exactement ces mêmes informations, ces mêmes événements de conversion qui sont implémentés dans Addingwell pour enrichir la vue 360. J'ai eu une question passer aussi sur comment on récupère le consentement sur la partie offline. Il semble que c'est Vincent qui l'a posé. C'est grâce à cette intégration et cette architecture composable, donc on peut récupérer l'information de consentement sur le formulaire, et c'est ce formulaire, donc ce lead qui a déposé ce formulaire, on a son consentement pour dire est-ce que je peux partager des informations online ou offline sur cet utilisateur, est-ce qu'il a donné son consentement pour Google, pour ses finalités qu'on va utiliser. Et c'est de cette manière qu'on arrive en fait à grâce à cette intégration et le fait de récupérer le consentement et de l'unifier et de l'intégrer à cette Customer 360, de respecter la réglementation RGPD, même sur tout ce qui est activation offline. Donc pas uniquement les conversions, même quand on partage des audiences, il y a aussi un enjeu de se dire est-ce que ce que je mets dans cette audience-là, j'ai le droit de partager cette audience pour des besoins de mesure ou pour des besoins de retargeting. Donc ça, c'est vraiment sur la première partie. Donc, on profite de cette stack Addingwell et Didomi pour enrichir la vie client également. Et on combine ça avec tout le reste du parcours. Une fois que le formulaire il est déposé sur le site et qu'on a récupéré ça avec le consentement, on a partagé avec les plateformes publicitaires, il y a une partie du parcours qui se passe en offline. Donc, il y a le call center qui va appeler, une qualification, ensuite un rendez-vous, ensuite on devient client. Et toute cette information, en fait, elle est nécessaire si on veut, pour la vue client et ensuite pour enrichir les plateformes ads, pour savoir que ce formulaire, il s'est transformé en lead qualifié, ensuite il est allé faire son rendez-vous, ensuite il est allé acheter un appartement. Et le fait de le partager avec les plateformes publicitaires, ça permet à Michel et à l'équipe acquisition d'optimiser sur des événements qui sont importants pour eux dans ce contexte, c'est-à-dire le lead qualifié, le rendez-vous, plutôt que de dire je maximise le nombre de formulaires. Et on l'a vu plusieurs fois, maximiser sur uniquement l'événement web. En fait, ça peut envoyer beaucoup de déchets. Ça peut envoyer des leads, des formulaires qui sont pas forcément qualifiés. Et on va revenir avec quelques slides justement sur des premiers résultats sur les différentes parties. Je sais pas, Rebecca, si tu veux en parler rapidement. Mais Didomi aujourd'hui, c'est implémenté sur l'ensemble des sites côté Nexity. Oui, donc ça va passer par la mise en place de ce type de bannière qui permet de collecter assez finement des différentes éléments qu'on peut utiliser. Donc on a des finalités différentes dont tu as évoqué tout à l'heure, mais on a vu aussi qu'en moyenne, on arrive à passer d'un consentement globalement de base entre 50 et 60%, d'une moyenne de 75,9% sur l'industrie immobilière. Donc, cette optimisation du taux d'opt-in a vraiment un effet. Parfait. Et ensuite, sur la partie server-side, Romain, si tu veux dire un mot sur cette partie. Oui, Michel, mais c'est une implémentation qui a été faite globalement sur cette partie. L'idée, en même temps, ça me permet peut-être de répondre à la question de Vincent aussi. Je vais l'afficher parce que ici vous avez un sujet CAPI et c'est la console Business Manager de Nexity, mais globalement en termes de performance, et peut-être Michel, je te laisserai compléter, mais sur l'implémentation, la question était de se dire comment aujourd'hui on parle de web performance dans un sujet où effectivement on a des précaux de certaines plateformes de garder les deux tracking. Faut savoir que sur ce sujet-là, la préco n'est pas l'état de l'art. Quand Meta aujourd'hui
sont pas les champions du tracking, sont pas les champions de l'analytics, et en même temps, eux, la web perf de votre site internet, ils en ont pas grand chose à faire, entre guillemets. Donc en fait, quand ils vont faire une reco aujourd'hui, ils font une reco quand le server-side et la littérature basée sur CAPI, elle a été écrite avant que le server-side soit une techno d'équipement et d'adoption du marché. Donc il y a un moment donné où on écrit une doc technique en disant bah tiens, vous allez faire les deux. Comme ça, nous on prend le meilleur des deux mondes. Ceux qui sont en client-side, on prend les événements client-side. Ceux qui sont en server-side, on les prend en plus, mais on va les dédoublonner de notre côté. Et en fait, c'est pas du tout une reco, c'est un guide technique qui a été écrit il y a 4 ans, sur lequel il n'y a pas eu d'évolution marché. Si vous voulez le tag, nous on l'a refait en fait sur le GitHub de Addingwell où on l'a mis en open source. Vous avez un tag CAPI. Vous l'avez aussi pour Pinterest sur lequel en fait on peut complètement s'abstenir d'utiliser le SDK JS de Meta dans l'objectif d'envoyer les deux events directement depuis le même flux. Ça s'appelle SendPixel from Browser pour ceux qui font un peu de server-side. On va passer les deux événements. Donc ici vous avez un screenshot dans lequel on a bien la distinction entre l'événement client-side ou server-side. Les volumes de conversion ajoutés et apportés, on a un plus 18 sur cette partie-là, donc qui permet un meilleur ROS, mais surtout on a enlevé le SDK JS. Donc globalement la web perf, quand on en parle côté serveur, c'est d'enlever le SDK JS de Meta, celui de Pinterest, vous avez Google Ads qui est full server-side sans implémentation client-side, et ensuite vous avez aussi tous les tags affiliation ou même y compris un Dynamo, c'est-à-dire que Dynamo va pas du tout être en hybride puisqu'il va se sourcer directement depuis les événements qui arrivent sur le serveur. Donc en fait, il y a ce sujet uniquement autour de Meta parce que souvent on prend la préco de Meta et on pense que c'est la science infuse. Si on va un peu plus loin, on verrait qu'en fait au final c'est plus au profit de Meta que cette solution a été écrite et pas du tout au profit de l'annonceur. Comme nous on est côté annonceur, eh ben on considère qu'on peut aller travailler la web perf avec cette partie tag. Donc n'hésitez pas à aller sur notre GitHub, il est présent sur le tag. Et après Michel côté ressenti, côté performance, je sais pas si tu as d'autres choses à partager en plus. Sur Meta, alors il y avait avant qu'on mette en place tout ça, c'est vrai que Meta c'était un peu la blague, enfin pas la blague, mais je veux dire qu'on envoyait beaucoup de leads, donc c'est vrai que ça s'est généré du lead vraiment pas cher. Mais derrière, en termes de transfo, c'est vrai que le call center nous renvoyait toujours la balle en disant, bah là, ce que vous nous envoyez, c'était vraiment des formulaires, parce que nous, du coup, ça j'en ai pas parlé, mais c'est des formulaires que les personnes remplissent et derrière, ils sont envoyés au call center. Et c'est vrai qu'il y avait un déchet qui était assez élevé. Et derrière, vu que le call center a aussi un coût, parce que chaque appel décroché a un coût, bien sûr, surtout à Toulouse et en France, c'est vrai que finalement, la rentabilité des campagnes n'était pas là. Même si on avait un coût d'acquisition faible, derrière, on s'y retrouvait pas en fait avec le coût d'acquisition global. Donc c'est vrai que la mise en place de toute cette partie-là a fait qu'on a pu améliorer. En fait, on a vu réellement un réel gain en fait en termes de transfo. Alors quand je parle de transfo, c'est les leads envoyés directement au call center qui sont qualifiés en leads qualifiés, donc en leads qui sont du coup solvables, qui ont vraiment un intérêt en fait pour acheter et pas juste des touristes. Donc oui, il y a un réel uplift et en termes de résultats, oui, on est content et on continue d'utiliser Meta parce que Meta à un moment c'était quand même on se posait la question de le garder ou pas en tout cas dans notre mix levier en fait d'acquisition. Et pour corroborer ça, il y a une étude qui avait été faite entre c'est Club Med et Meta qui avait fait de l'A/B test et pour montrer d'où vient ce gain de performance et l'amélioration de l'algorithme en fait en termes de ciblage et de reach et en fait 10% de signaux envoyés en plus, c'est 22% d'amélioration des algorithmes publicitaires. Ce qui fait que quand on va chercher ici plus 18% de données, plus 25, plus 26 en fonction des annonceurs et du volume de data bloqué, ad bloqué, ainsi de suite, eh bien c'est une performance décuplée en fait à chaque fois de l'algorithme. Donc c'est vraiment l'enjeu pour un responsable d'acquisition sur le marketing publicitaire, c'est vraiment d'être une machine à envoyer les différents signaux et les signaux dans leur exhaustivité. C'est presque ça, puisque en fait, on a de moins en moins la main sur le ciblage final, entre Pmax, entre les algos et ainsi de suite. Par contre, la capacité à envoyer un signal fort, certain et consenti, sinon après je vais me faire taper dessus par Rebecca. Mais c'est le sujet vraiment important d'avoir ces informations pour booster les algos. Tout à fait. Et donc en fait, une fois, ça c'était vraiment la première partie. On a vu un gain assez important et assez visible. Et d'ailleurs, pour revenir sur la question, est-ce que c'est double tracking ou pas sur Meta, il me semble que à part le page view, le reste des conversions sont en full server side. On a validé, avec toute l'équipe, que les volumétries a un gain et après on a gardé uniquement la partie server side pour une question de performance.
Et donc maintenant, on a le server side en fait avec tous les événements qui sont collectés. On arrive à les récupérer avec le tag qu'on a avec Addingwell. Comme disait Romain, en fait, on réinvente pas la roue. On va vraiment, c'est un bridge entre les mêmes informations qui sont avant qu'elles soient envoyées, en même temps qu'elles sont envoyées à Google Analytics, à Meta, à Google. On les intercepte pour les envoyer aussi vers Binmo avec le consentement en fait des leads pour enrichir la vue des leads qui sont au sein de Binmo. Et ensuite, on les combine avec les informations du call center et du marketing, les formulaires sur le site nextcity.fr et également ceux des partenaires pour avoir en fait cette vue assez complète. Et ensuite, on va créer ces informations sur les conversions offline. On va créer des segments dynamiques pour différents cas d'usage avant de les partager avec l'ensemble des plateformes. Donc, principalement Meta et Google. Mais également pour les audiences, il y avait certains cas d'usage, en tout cas des tests qui étaient faits sur l'ensemble de ces plateformes sociales. Aujourd'hui, la plateforme est utilisée depuis un peu plus de 3 ans. En tout cas, je pense c'est la même chose pour Addingwell et pour Didomi, et qui nous permet en fait de réaliser un certain nombre de cas d'usage. Je vais essayer d'animer cette partie avec Michel. Et le premier, comme disait Michel tout à l'heure, c'était l'amélioration de la qualité des leads envoyés au call center. Donc là, on parlait de Meta, mais également sur Google Ads, qui est un de nos leviers en fait pour envoyeurs de leads, très bête funnel. Donc c'est un peu notre levier historique chez Nexity. Et c'est vrai que il y a toujours eu un sujet en fait au niveau des leads envoyés. C'est vrai qu'on avait toujours l'habitude à l'époque de partir sur des stratégies de maximiser les conversions. Donc, en gros, on envoyait des conversions pas chères. Donc, c'était un peu l'objectif premier d'aller améliorer le coût d'acquisition. Mais on se rendait compte que les leads, en fait, qui étaient envoyés étaient pas super quali. Et on avait très peu de moyens, en fait, de pouvoir, en fait, contourner ça. Donc, malgré les optimisations aux mots-clés et compagnie, on n'arrivait pas, en fait, à trouver le juste milieu. Donc, c'est vrai que l'intégration de Dinmo sur cette partie-là a fait qu'on a pu nous déployer en fait et ajouter des colonnes, des custom colonnes en fait directement sur la plateforme et qui nous permet derrière d'aller enchérir en fait sur le vrai lead qualifié finalement et de donner les insights à Google pour aller vraiment topper en fait les gars qui cherchent un appartement neuf, une maison. Mais qui sont vraiment en fait proches qui sont solvables, qui ont vraiment un intérêt et pas juste en fait une recherche qui peut en fait derrière déboucher à un no-show ou un mauvais lead. Donc en vrai, ça a un réel intérêt, aussi bien sur nos strats qu'on met en place, niveau national, niveau local, mais même au niveau de la rentabilité, c'est quelque chose en fait qui nous permet de réduire en fait drastiquement les coûts du call center. Et d'ailleurs, on l'a vu en fait même dernièrement sur une des campagnes en fait un peu perf max, où on a essayé de maximiser en fait le nombre de conversions. Donc c'est un peu ce qu'on fait quand on atteint la version offline, et on a vu la qualité des leads et des retours directement du call center pour dire c'est pas forcément ce à quoi on a l'habitude, parce qu'il n'y a pas forcément aussi l'information. On a lancé un Pmax au début sans trop d'insight en fait de notre côté pour voir comment ça allait marcher. On nous l'a vendu, Google nous l'a vendu comme un martingale qui allait générer beaucoup de leads. Oui, ça générait des leads, ça y a pas de problème. Mais par contre, on a eu des retours en fait call center qui étaient assez violents. Donc c'est des leads en fait vraiment très peu quali. Donc en intégrant toute la donnée nous offline, ça a permis vraiment d'aller sur un Pmax qui est quand même assez large, assez haut, même si on a très peu de données qui sont ressorties par Google. Mais ça nous permet vraiment d'avoir un lead et un lead en quête qualifié qui reste en fait raisonnable par rapport en fait à la moyenne qu'on a sur nos autres leviers d'activation. Exactement. Et en fait, l'enjeu, qu'on a même vu, c'est que le coût par formulaire, en fait, le premier, en fait, il est en train d'augmenter. C'est que ça peut même atteindre le double de ce qu'on payait avant quand on optimise sur juste le coût par formulaire, en fait, sur le site. Mais par contre, au final, le taux de transfert s'est amélioré du lead à lead qualifié. Et au final, on gagne, en fait, 10% du budget, sur le coût par lead qualifié, tout en augmentant le nombre final et même en augmentant un peu les budgets, parce que parfois, quand on n'a pas forcément il y a un enjeu de nombre de leads qualifiés pour alimenter toujours le call center, mais également de maîtriser un peu les coûts et de ne pas les faire exploser. Et ça, du coup, c'est vraiment une combinaison entre avoir ces événements de conversion offline, mais également en fait des audiences qui viendront nourrir l'algorithme en fait
J'ai complètement oublié qui utilisait de Google, en fait, qui est utilisé par Perfmax pour apprendre sur des comportements d'audience. Donc, on met les audiences en fait qui sont non qualifiées, les audiences qui sont vraiment qu'on a vues par le passé, qui ont converti, qui ont acheté, pour permettre en fait d'avoir ces essais très rapidement et permettre à l'algorithme d'apprendre rapidement, qui sont vraiment la cible parfaite à aller chercher. Et c'est vrai, je rajouterais juste qu'on arrive à aller encore plus loin sur la partie. Désolé, je déborde un peu, mais Non. on a le lead qualifié et derrière, en fait, on arrive à aller jusqu'à la vente finale. Alors, je dirais pas jusqu'à la finale, mais au minimum, on arrive à savoir en fait les gens qui ont posé un rendez-vous avec le commercial. Et ça, c'est une donnée ultra importante pour nous parce que ça montre que derrière, c'est vraiment des gens qui sont intéressés, qui ont posé un rendez-vous. Donc, en gros, c'est vraiment des gens qui sont solvables, qui ont un intérêt très très fort pour acheter. Et derrière, avec ça, on arrive à intégrer ces données, donc pour faire des strats globales sur Google et sur les autres plateformes, mais également de sortir des lookalikes en fait, qui sont ultra intéressantes. Ils sont une mine d'or en fait pour nous. Et c'est notre donnée à nous. Et par rapport, en fait, tu la compares par rapport aux données, en fait, que nous propose Google ou les autres plateformes, c'est vrai qu'au niveau qu'on fait des analyses, en fait, c'est des gens, en fait, qui sont ultra quali, qui ont une transformation qui est nettement meilleure que ce qu'on nous propose, en fait, de manière globale. Exactement. Et là, en fait, on arrive du coup à la deuxième partie. Tout à l'heure, tu parlais de challenge dans un contexte où les budgets ne sont pas, on n'ouvre pas les vannes pour tous les budgets d'acquise. Il y a un budget qu'il faut dépenser de façon judicieuse. Et un des enjeux, c'était de ne pas dépenser sur des populations connues. Et donc des enjeux un peu plus, disons, d'exclusion. Il y avait en fait, on avait travaillé avec Michel et ses équipes pour identifier c'est quoi les populations en fait qu'on connaît. Nexity il est là depuis un moment. Il y a quand même un avantage d'avoir collecté déjà pas mal de données sur des leads, donc il y a encore un bassin de leads qui est utilisable. Et parmi ce bassin-là, on peut identifier les leads non qualifiés, les étudiants, les leads qui ont déjà transformé, donc potentiellement ils vont pas revenir acheter dans les. Donc il y a une partie du marché adressable qui est déjà connue par Nexity en vrai. Donc pourquoi aller redépenser de l'argent sur cette population? C'est un réel gain et je pense aussi l'exemple de la personne qui remplit un formulaire chez Nexity. Nous, après, elle est rappelée par le call center, donc à peu près sur un délai de 3 jours. Et c'est vrai que grâce à la solution, on peut en fait exclure ces personnes-là parce que on sait qu'ils ont rempli un formulaire, donc ils sont déjà en base et ils vont être rappelés par le call center. Donc finalement, ça nous évite d'aller dépenser sur ces personnes-là qui finalement en fait ont déjà en fait un pas déjà chez Nexity. Et c'est vrai qu'au vu des coûts d'acquisition sur toutes les plateformes qui augmentent en fait d'année en année, ça nous permet d'aller vraiment économiser cet argent pour aller vraiment recibler des nouveaux clients, qui est un peu le cœur de cible en fait chez Nexity. Donc oui, il y a beaucoup d'exclusions, beaucoup de strates d'audience. Ça nous permet surtout quand on fait des tests sur des grosses campagnes, type Pmax, mais ça nous permet vraiment d'aller affiner en fait le ciblage et de pouvoir en fait aller redresser les bonnes personnes et surtout au bon moment. C'est très important. Voilà, et on arrive en fait aux troisième catégorie de qualité qu'on a essayé, c'est le passage, au lieu d'optimiser sur un événement particulier, c'est d'essayer les fameuses optimisations à la valeur, donc maximiser la valeur globale de l'acquisition, donc tous les événements du funnel, le lead sur le site selon la catégorie du formulaire qu'il a déposé, ensuite la qualité du lead, ensuite le rendez-vous. Donc ça, c'est un funnel complet. Donc c'était une des recommandations de Google, c'est de dire mettez des valeurs différentes selon l'étape dans le funnel, donc en augmentant la valeur quand on arrive plus bas vers le funnel et laisser l'algorithme smart bidding, le mot me revient, apprendre et optimiser cet objectif, c'est-à-dire optimiser le passage vers l'événement le plus bas, c'est-à-dire devenir un client, aller vers un rendez-vous. Donc c'est quelque chose qu'on avait essayé depuis un moment et qui, je pense en fait, c'est là où on a commencé vraiment aussi à profiter de ces nouvelles approches un peu plus black box, mais qui ont besoin en fait d'avoir un peu plusieurs informations à côté Nexity. Ouais, et juste pour rebondir, c'est vrai que là c'est ultra intéressant pour nous. Ça nous permet derrière de faire des stratégies vraiment différenciantes en fait par rapport au marché global. Je prends par exemple, on est à 400 programmes et c'est vrai qu'il y a certains programmes qui se vendent un peu tout seuls et d'autres en fait ont un peu plus de mal. Donc c'est vrai, c'est pouvoir jouer en fait sur des stratégies différentes en fonction du coup même de la probabilité d'une conversion, même de l'écoulement en fait du stock qu'il peut y avoir par la suite, et ça permet vraiment d'aller en fait d'avoir des multi en fait stratégies à l'intérieur du compte en fait Google Ads ou des différents comptes de plateforme, et surtout sur un gain du coup. Alors là, on est même plus sur un gain de
de réduction en fait des coûts, mais plus sur un gain d'aller écouler en fait le dernier lot qui reste, qui a du mal à se vendre en fait. Donc il y a différentes stratégies au sein du même groupe, enfin du même compte, mais qui permettent derrière d'avoir au global en fait une amélioration en fait des volumes de leads et leads qualifiés. On voit clairement là, enfin, on arrive à la fin, que le métier de responsable d'acquisition n'est plus du tout le même où avant on déposait un tag pour Google, pour Facebook, sur le site, tout est consenti, tout est envoyé, et après les campagnes sont gérées directement. Là, on doit jongler. C'est à la fois aussi, en fait, je pense, une évolution intéressante, c'est-à-dire cette complexité, elle donne aussi des opportunités. Parce qu'avant, on n'était pas capable d'aller chercher des objectifs de ce type, écoulement d'un certain nombre entre guillemets de produits, de programmes pour Nexity, parce qu'il y a un enjeu d'écoulement de stock, parce qu'il y a des coûts qui sont invisibles, qui rentrent dans le coût d'acquisition. C'est pas que le coût direct ou la marge brute qui peut être générée, c'est aussi le coût pour le call center, c'est le coût pour le commercial qui essaie d'écouler son programme et toute journée en fait d'agence ouverte, ça coûte de l'argent pour toute l'organisation. Et ça devient aujourd'hui possible. Donc c'est une opportunité aussi, si on est bien équipé, d'aller chercher ce genre de cas d'usage qui historiquement n'était pas évident à implémenter sur des plateformes externes comme Google ou Facebook. Voilà, je pense qu'on arrive à peu près, on a encore 4 minutes et on a déroulé l'ensemble du... pardon. C'est Merci à tous en tout cas pour votre attention, pour votre participation. On a encore 4 minutes en fait, on peut prendre encore quelques questions. Je ne sais pas s'il y en a qu'on n'a pas adressées. Oui, il tout reste à fait. une dernière question. Et, effectivement, il y a la question de Vincent sur la conformité AB qui a été remise en question récemment avec avec un retour des cours en Belgique. La question, c'est que le TCA string, dans le cadre du framework TCF, contient une information personnelle, ce qui est tout à fait vrai, parce qu'il s'agit de connecter un consentement à un utilisateur spécifique pour dire que pour cette personne, pour ce profil, on est bien connecté un consentement pour ces éléments-ci. Donc, cette partie-là reste correcte. La question, c'est comment est-ce qu'on doit le gérer côté annonceur. Ça, c'est pas encore clair. On ne sait pas encore ce qui est l'obligation légale dans ce cadre. Le jugement du cours belge est en cours de rappel, donc on est attentif au retour des prochains éléments qui doivent intervenir dans l'automne, je crois. Donc quelque chose à suivre. Ouais, carrément, à suivre, et c'est un rappel aussi sur ces sujets-là où, Didomi, au-delà d'avoir nous à Dingwall rejoint le groupe, sont des personnes qui publient aussi beaucoup. Il y a un blog qui est assez actif sur ces sujets-là, et donc le conseil là-dessus, c'est toujours de rester proche des acteurs de la conformité, parce que ça bouge à l'échelle internationale, ça bouge encore plus, parce que là on le voit dans le cadre du RGPD en Europe, et les pays européens sont pas tous d'accord, n'ont pas tous les mêmes interprétations, puisque chacun a son gendarme. Quand on dit la CNIL, ça reste le DPA français, mais c'est effectivement ne pas paniquer trop vite par rapport à des décisions, parce qu'effectivement il y a des choses qui sont sorties de terre et qui n'ont jamais été vérifiées ou prouvées. Là il y a un rappel qui est en cours, mais après c'est surtout rester proche des communications pour pouvoir agir sur cette partie-là, puisqu'effectivement c'est des acteurs comme Didomi qui vont mettre à jour les bandeaux de consentement ou les fonctionnalités qui permettront de répondre à ces enjeux de. Oui. Sachant que le TCF reste une standardisation, mais pas une obligation. Donc, en cas de situation délicate, on peut toujours décider en amont de ne pas l'utiliser, ou dans un cadre de veille, de continuer à l'utiliser et demander des consentements spécifiques pour ce cas d'utilisation. Complètement. Il y avait Vincent, t'excuses pas, on voit que tu es très actif, donc pas de problème. Et ou peut-être plus pour Oussama sur la partie smart bidding, je pense que tu as dû voir la question ou Michel. Attends, c'était laquelle? Je suis pas sûr d'avoir. Attends, je te la mets en live, comme ça je peux plus te défausser. Attention, elle est costaud. Par rapport au scaling, sur la valeur, était l'impact sur le choix des valeurs. Par exemple, pour un tunnel à 3 étapes, était une différence sur l'optimisation de smart bidding sans scaling linéaire à 1, 2, 3, 4 euros. Alors, on n'a pas tout testé. La strat qu'on avait faite avec Michel, c'est de partir plutôt d'une valeur de l'événement le plus bas, disons c'est l'achat, ou le rendez-vous, disons on met allez 100. Et derrière, les valeurs en fait
un peu plus haut, c'est en fait corrigé par le taux de conversion observé. Donc, s'il y a entre lead et lead qualifié, disons 10%, 20% de taux de conversion, et ben, l'événement le plus bas, c'est 100 et celui juste après, c'est 20 et vice versa, on remonte, on attribue les valeurs de cette façon. C'était la stratégie qu'on a trouvée qui était recommandée dans l'industrie, mais c'est vrai qu'on n'a pas fait 40 tests pour voir c'est quelle distribution allait marcher le mieux. Canon. Mais en tout cas, ça a bien marché. Oui, ça reste le plus important. Oui, il faut que ça marche. Après, il y a deux sujets. Hein. Il y a tester, il y a ce qu'on dit, il n'y a pas de science infuse et il n'y a pas aussi, je trouve, dans ces décisions-là de verticalisation. C'est pas parce que ça marche chez Nexity que ça marchera chez les confrères de Nexity ou dans le retail. Et donc, c'est toujours ce sujet dans la capacité simple dans les outils que vous choisissez demain d'adapter, de tester et de modifier une stratégie existante, parce que c'est ça de plus en plus où on arrivera dans le fait que à chaque fois que vous allez pousser des stratégies, elles peuvent marcher, mais elles peuvent s'écrouler du jour au lendemain, et donc il faut avoir les bons monitoring, les bons alertings pour réagir sur ces sujets-là, et effectivement ne pas avoir peur de tester un maximum, parce qu'au final, même si vous faites un plus 10 ou un plus 15% quand on le voit, peut-être qu'en testant d'autres strats, vous allez être à plus 20, plus 22, et donc en fait, on peut toujours aller chercher des valeurs incrémentales, et faut pas avoir peur de tester. Donc, vous avez des enveloppes budgétaires généralement qui vous permettent de tester assez rapidement, et le digital est quand même un des moyens les plus simples. Hein. Si on se plonge il y a 25 années, on teste pas un catalogue qu'on envoie à 1 million de personnes, quoi. Là, on peut tester un affichage de bannière à 1 million de personnes sans trop de problème et sans risquer son poste, entre guillemets, en tant que responsable d'acquisition. On vient de sortir du timing. Je vous propose d'en rester là. Il y avait nos emails, vous connaissez nos sociétés, ainsi de suite. Je vais l'imprimer pour le replay. Hop, ici. Si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas à revenir vers nous. Le replay sera disponible. Et si besoin, vous prenez contact avec les personnes de ce webinaire. En tout cas, c'était très sympa de co-animer. Merci à mes trois coéquipiers du jour. Merci Michel pour le partage d'expérience. Toujours très sympa d'avoir un annonceur avec nous et ici sur une triplette de solutions. Bon appétit à tous et bonnes vacances pour ceux qui en ont dans pas trop longtemps. À bientôt. Merci. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.